Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans Émergence de ce jour, nous allons nous intéresser à l'adaptation des poulets de chair au changement climatique. Notre invité en plateau pour mieux creuser le sujet, Rachida Tankwano. Elle est bien sûr doctorante en sciences aviaires, PDG du cabinet de consultation, d'expertise, de recherche et de formation en sciences animales. Avec elle, nous allons devoir essayer de parcourir un peu le sujet dans tout son ensemble pour avoir le cœur net. Quand on parle de poulet de chair, vous en savez forcément quelque chose. Ce que nous consommons tous les jours que le bon Dieu fait dans nos petits plats, ça et là. Rachida, bonne arrivée chez nous. Bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour, vous allez bien? Je vais super bien. Ok. Le sujet qui retient notre attention ce jour, c'est adaptation des poulets de chair au changement climatique. D'abord, en 30 secondes, que veut dire le sujet dans tout son ensemble, le thème? Ouais, en fait, l'adaptation des poulets de chair au changement climatique. Il faut dire tout d'abord que les poulets de chair, ce sont des souches qui sont très sensibles au stress thermique. Et le stress thermique, c'est un phénomène causé par le réchauffement climatique. On parle aujourd'hui de changement climatique. Et donc, ce phénomène impacte assez sur la croissance des poulets de chair. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir adapter ces poulets de chair à d'éventuels stress thermiques. Voilà. Alors, aujourd'hui, on sait que pour l'élevage, bien sûr, de ces poulets de chair, l'on a besoin de dispositifs devant aider à mieux faire le job, comme on aime si bien le dire. Comment est-ce que ça se présente dans les pays à climat tropical? Voilà l'adaptation au changement climatique. Bon, avant d'aller en profondeur, je commence d'abord à dire que, vous savez, et actuellement, la population en Afrique est de 1,4 milliard. 1,4 milliard. Yeah. Et la population mondiale, je vais à l'échelle mondiale, la population mondiale est de 8 milliards présentement. Et d'ici 2050, nous passons à 10 milliards. C'est énorme. Il faut nourrir cette population-là. Et la viande du poulet, à côté de la viande du porc, qui tient la première place avec 114 millions de tonnes, la viande du poulet de chair est la seconde viande consommée au monde. Donc, en premier lieu, si je comprends bien, c'est la viande du porc qui est beaucoup plus consommée au monde actuellement. Ah bon? Ouais. C'est étonnant, non? Ouais. Ça, je ne savais pas. Ouais, la viande du porc, c'est la première viande consommée au monde à 114 millions de tonnes. Et contre 106 millions de tonnes pour la viande de volaille. Et donc, si je viens en Afrique, à côté des ruminants, plus précisément la viande du bœuf, la viande du volaille est également la seconde viande consommée le plus. Donc, c'est déjà pour démontrer la demande, la forte demande par rapport à la production aviaire. Et il faut dire que la volaille, c'est une espèce à cycle court. Et donc, malheureusement, je dirais malheureusement que cette espèce fait face à deux défis majeurs, je dirais deux défis majeurs. On parlera principalement du défi lié au coût de l'alimentation. Oui. De ces poulets. Oui, le coût de l'alimentation. Ça, c'est le premier défi majeur en production avicole. Parce que le coût de l'alimentation occupe près de 80% du coût total de production. Vous imaginez? C'est énorme. 80% du coût total de production. C'est énorme. Et donc, déjà, vous imaginez, quand on parle de stress thermique, un poulet, vous prenez un poulet, il y a un éleveur qui achète ses poussins, et c'est en finition. En finition. Donc, à côté du prix élevé, d'accord, de l'alimentation, maintenant nous avons le stress thermique. Et ce stress thermique intervient principalement en finition, c'est-à-dire à la fin de l'élevage. Et vous imaginez, on prend un poulet, il a déjà consommé presque toute l'alimentation, tout l'aliment qu'il lui faut
pour sa croissance. En fin, elle a déjà consommé tout ceci. Et donc, ça revient à de pertes économiques pour les fermiers. Et donc, ça, c'est un problème vraiment très critique. Et je pense que nous devons trouver des solutions pour pouvoir faire face à ce défi-là. Et donc, l'une des solutions pour pouvoir pallier à ce problème, c'est l'acclimatation embryonnaire à la chaleur. Alors, quand on parle de l'acclimatation embryonnaire à la chaleur, aujourd'hui, on se demande pour un profane qui s'y connaît pas. Vous êtes une doctorante. Pour celui qui ne s'y connaît pas, que mettez-vous dans l'acclimatation, bien sûr? Oui, on parle de l'acclimatation embryonnaire à la chaleur. Tout part des œufs. Parce que pour obtenir les poussins, il faut incuber les œufs. Et donc, normalement, les conditions standards d'incubation des œufs pour la température, c'est 37,7 degrés Celsius. C'est la moyenne. Et donc, pour acclimater les sujets, qu'est-ce qu'on fait? On élève légèrement cette température. On élève donc, au lieu d'incuber normalement les œufs à 37,7 degrés Celsius, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? On peut les incuber par exemple à 38,5 degrés Celsius. Durant une période donnée, à une fréquence donnée, et pour, je ne sais pas, une durée donnée, une fréquence donnée, et pendant un temps donné. Donc, c'est ça l'acclimatation. Élever tout simplement la température au-delà. Et à terme, qu'attendez-vous à terme en élevant bien sûr la température comme ça, pour qu'après, la couvaison, qu'on n'assiste pas à un taux de morbidité aussi élevé ou comment? Bon, disons tout d'abord l'acclimatation. Nous avons parlé tout de suite de l'acclimatation embryonnaire à la chaleur. Nous avons également ce qu'on appelle l'acclimatation post-éclosion. Donc ça, c'est une acclimatation qui est appliquée aux poussins généralement de 3 jours, maximum 6 jours. Et donc, lorsque on applique cette technique d'acclimatation, qu'est-ce que ça fait? Là, déjà, au pouvoir, c'est un petit stress qu'on est en train d'induire. C'est un stress. Et nous avons ce qu'on appelle des hormones de stress. Principalement, on parle de T3, T4 et le cortisol. Et donc, en incubation, lorsqu'on induit ce petit stress-là, ça élève le taux d'hormones de stress, principalement T3 et T4 plutôt, pardon. Et donc, ce niveau élevé d'hormones de stress va aider les poussins dans leur carrière à faire face à d'éventuels stress thermiques. Donc, c'est ça en fait l'objectif. En appliquant la technique d'acclimatation, cela favorise une élévation d'hormones de stress T3, T4 et cette élévation va permettre au poulet de faire face à d'éventuelles fluctuations au stress thermique. Voilà, c'est tout le mécanisme. Voilà. À l'université de Lomé, par exemple, au niveau de l'école supérieure d'agronomie, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau en matière de formation pour pouvoir outiller les jeunes en devenir bien sûr des experts en la matière, en ces techniques-là. Est-ce que cela est vraiment ancré quand on sait aujourd'hui que pour la plupart de ceux qui ont des fermes agricoles, pour l'élevage bien sûr de ces poulets de race et consorts, on assiste des fois à des pertes énormes. On se dit, est-ce que c'est la formation qui a un souci ou bien c'est le suivi ou carrément il y a d'autres facteurs pour mieux expliquer cet état de choses? Bon, moi je suis du CERSA. Oui, du CERSA, oui. Je suis du CERSA, le Centre d'excellence régionale en sciences aviaires. Ah oui. Et donc, il faut dire que moi, je tire chapeau au CERSA. Tout d'abord, c'est un centre régional. Et c'est un centre d'excellence. Le CERSA, en fait, ce n'est pas seulement la théorie. Le CERSA n'est pas que la théorie. Mais en partie, la majeure partie au CERSA, c'est la pratique. C'est la pratique. Parce que si tu fais 1 an au CERSA,
et que pratiquement tu n'es pas bien après le 1 an, je dirais que toi, tu es venu en fait superviser les autres. Ouais, tu es venu superviser. En promenade de santé. Ouais, tu es venu superviser les autres en fait. Ouais. Parce que tout est réuni au CERSA pour que nous soyons des agronomes, des avis, des aviculteurs. Pas aviculteurs, mais des spécialistes en sciences aviaires accomplis. Je dis bien accomplis. Parce que une chose est de connaître, de maîtriser la théorie, et l'autre chose est d'avoir la technicité, la maîtrise. Et donc, au CERSA, tout est mis en place pour que cela soit mis en pratique. Alors, au CERSA, nous avons des formations diplomatiques et nous avons des formations modulaires. Et ces formations modulaires-là sont ouvertes à toute personne impliquée, tout acteur impliqué dans la production de volailles. Et donc, si tu es un aviculteur, peut-être que tu n'étais pas au courant de l'existence du CERSA. Je crois que c'est l'opportunité, toi qui me regardes. Il y a un centre qu'on appelle le CERSA, le Centre d'excellence régionale en sciences aviaires, et nous donnons des basé à l'université de Lomé. Il faut préciser, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas cette information-là après le bac. Je trouve des difficultés à se retrouver en matière de l'ESA ou carrément au niveau de CERSA qui forme un centre d'excellence reconnu, réputé dans la sous-région d'ailleurs. Ouais. Il n'y a que deux en Afrique, si je le... Il y a... Non, c'est le seul centre d'excellence. D'excellence, oui. CERSA, le seul centre d'excellence régional. Régional. Sciences aviaires. Et donc, tel que vous l'avez dit, je crois que le problème, c'est le manque d'informations tout simplement. Sinon, si tous les acteurs impliqués dans la production aviaire se rapprochent du CERSA, ils auront ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir accroître leur production. Tout ce qu'il faut pour accroître leur production, ils les auront au CERSA. Donc, je peux dire que c'est manque d'information. Voilà. C'est manque d'information. Sinon, toutes ces technologies, nous, on les applique. Par exemple, quand je parle de l'acclimatation embryonnaire, moi, personnellement, mon thème de recherche porte sur ça. OK. Donc, mon thème de recherche porte sur ça. Et déjà, personnellement, moi, j'ai un programme d'installation de couvoirs qui va produire des poussins déjà acclimatés. C'est-à-dire des poussins qui sont déjà adaptés en réalité au réchauffement climatique. Vous voyez? Voilà. Donc, ceux qui n'arrivent pas encore à appliquer ces techniques, c'est tout simplement manque d'information. Et donc, le CSA est là pour leur fournir ce qu'il faut. Parfait. Alors, il y a plusieurs défis qui s'imposent à votre secteur aujourd'hui, auxquels vous faites face. À part ça, il y a quoi comme défi ou facteur devant aider, bien sûr, à évoluer dans le secteur? Bon, c'est les deux défis majeurs. C'est les deux défis majeurs. Et d'ailleurs, le CERSA travaille sur ça activement. Je fais référence au CERSA parce que c'est le seul centre régional en sciences aviaires reconnu. Et donc, nous travaillons vraiment activement à ça pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer à la réduction du coût lié au prix d'aliments. Oui, à la réduction parce que il y a une concurrence entre l'alimentation et l'alimentation des volailles. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, au CRC, nous utilisons et nous faisons la production des asticots comme source alternative de protéines. Justement, quand on parle de l'asticot, c'est quoi? Parce que c'est un terme un peu nouveau pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment ce qui se fait à ce niveau-là. Mais ça vient à petit feu. On en parle de l'asticot, pour pallier un peu à d'autres choses que vous utilisez en matière pour nourrir vos poulets et consorts. C'est quoi concrètement? Bon, je dirais des asticots, ce sont des vers qui sont produits à partir des mouches. Oui, qui sont produits à partir des mouches et qui sont utilisés comme source alternative de protéines animales. Ouais. Et c'est vous qui les produisez là-bas? Oui, c'est ça, on les produit. Il y a même des étudiants qui travaillent sur ça, la production des asticots. Ouais. Parfait. Alors, aujourd'hui, on sait qu'à part ça, il faut parler aussi de l'impact climatique sur la production avicole dans tout son ensemble. Comment est-ce que ça se présente? OK. Tel que je l'ai dit auparavant, en fait, nous avons un aviculteur qui achète ses poussins.
et qui va les conduire peut-être pendant 45 jours, 60 jours ou pendant 12 semaines. Et le poussin a eu déjà consommé assez d'aliments. Maintenant, en finition, c'est-à-dire à la fin de l'élevage, il suffit qu'il y ait un petit stress thermique. Nous sommes ici en Afrique, dans des conditions tropicales où la température fluctue souvent. On fait face souvent à des hausses de température. Or, ce sont des souches, des espèces qui sont très sensibles à la chaleur. Oui. Et donc, en finition, il suffit qu'il ait un petit stress thermique. Les fermiers enregistrent d'énormes mortalités. Oui. Énormes. Des mortalités énormes. Et cela constitue des pertes économiques. C'est des pertes économiques. Et je pense qu'il y a certaines entreprises même qui sont obligées de fermer. Oui, qui sont obligées de fermer à côté du prix de l'aliment qui est là. Et en finition, le poulet qui a déjà fini presque sa carrière, un petit stress thermique qui intervient. Et c'est des mortalités. Et ça là, c'est consommable ou bien c'est à jeter tout ça? Forcément, c'est à jeter. C'est à jeter. Tout ce qui est mort n'est pas consommé. Parce que je passe beaucoup de choses, d'accord mais avec bon, moi. d'après tout, nous sommes en Afrique. Ouais. Nous sommes en Afrique, tout est possible. Mais non, ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Ouais. Dès qu'il y a mortalité, nous, on les rejette. Ouais. Parfait. On les rejette. Parfait. Ouais. Ça, c'est... On ne peut pas les transformer, les vendre ou consommer. Non, ce n'est plus propre à la consommation, en fait. Ouais. Justement, face à cette situation, quelles sont les solutions adaptatives, bien sûr, à ce changement climatique pour améliorer, bien sûr, je veux parler de cette production avicole. Quand on est en face de ce genre de défis, quelles sont les solutions? Oui, comme je le disais auparavant, face au problème de stress thermique, la première solution, c'est d'acclimater, c'est-à-dire, si vous me le permettez, c'est de surchauffer un peu les œufs pendant l'incubation. Comment ça va être fait? Pour celui qui n'a pas peut-être cette machine, ce gros appareil-là que vous avez au niveau de CERSA, pour contrôler tout cela, comment il peut procéder? Moi qui voulais faire juste un truc de 500 têtes ou bien 1000 têtes, on m'a dit de faire tout ça là, c'est un peu quand même difficile, non? Je ne voulais pas trop me prononcer sur ça parce que, en fait, en termes d'acclimatation et embryonnaire à la chaleur, nous avons plusieurs protocoles. Mais je prends quand même le risque de partager un protocole de façon pratique, comment ça se fait. Oui. Un exemple. On en a besoin là. Ouais, il ne faut pas quand même nous priver de tout là. Ouais. Un exemple, et là je m'adresse aux accouveurs. Ouais. Comment ça se fait? Au lieu de 37, d'incuber les œufs à 37,7 degrés Celsius pendant 21 jours, qu'est-ce qu'on fait? On attend entre le 10e jour et le 18e jour, 10e jour et le 18e jour, on élève la température à 38,5 degrés Celsius par jour pendant 6 heures de temps. Donc après le 18e jour, et donc ça, le 18e jour, généralement, c'est le mirage qu'on fait. Et donc après le mirage, on transfère les œufs à l'éclosoir. Et donc, on élève la température à 38,5 degrés Celsius pendant 6 heures de temps. Du 10e jour de l'embryogenèse, c'est-à-dire du 10e jour de l'incubation au 18e jour de l'incubation. C'est la première option. Et ça, c'est l'acclimatation et embryonnaire à la chaleur. La deuxième option, d'accord, c'est d'acclimater également les poussins de 3 jours. 3 jours ou 5 jours, c'est les deux options. Mais je conseille plus 3 jours au 3e jour de levage. Donc, quand les poussins sortent du couvoir, on envoie les poussins pour le démarrage. Donc, au 3e jour d'incubation, on élève également la température. On les acclimate encore à 35. On peut les acclimater à 35 degrés Celsius. On peut aller même à 41 degrés Celsius. Pendant 24 heures. Ça fait du boulot, hein? Ouais, ça fait du boulot. Pendant 24 heures.
Donc, pour les acclimater, c'est simple, hein, c'est simple. On peut tout simplement utiliser du charbon, bâcher tout le bâtiment de levage, c'est-à-dire bâcher toute la poussinière, et puis mettre beaucoup plus le charbon, c'est tout, la braise. Et puis on contrôle avec les thermomètres. On contrôle si... Lequel de thermomètres, ce que nous avons ordinairement là? Oui, non, pas ça. On peut utiliser, il y a des thermohygromètres, je sais pas. De toutes les façons, si vous tapez sur le net thermohygromètre, nous avons ces thermohygromètres-là qui vous donnent la température et puis l'humidité au même moment. C'est en fait associé à une sonde. C'est associé à une sonde qu'on place dans les bâtiments de levage et ça affiche la température et l'humidité. Donc, cela vous permet de suivre l'évolution de la température au sein du bâtiment de levage. Et donc, si vous constatez que la température doit dépasser déjà et cette température que vous avez, et le traitement thermique que vous avez appliqué, vous réduisez la braise. Et vous allez constater que la température va chuter. Là, le contrôle est un peu plus difficile, mais nous avons essayé cette option-là. Pourquoi? Parce que nos éleveurs en Afrique, je suis béninoise et je vis au Togo, je dirais, nos éleveurs au Togo, par exemple, n'ont pas tous accès aux incubateurs. Ok. Ils n'ont pas tous accès aux incubateurs. Parce qu'on peut aussi utiliser les incubateurs, les éclosoirs, d'accord, pour élever la température voulue. Donc, on met à 35,5 degrés Celsius ou bien à 41 degrés Celsius et puis c'est fini. Là, c'est automatique en fait. Il n'y aura pas assez de fluctuations et c'est plus contrôlé. Contrairement à celui qui utilise le charbon, là, ce n'est vraiment pas facile de contrôler, mais c'est possible. Seulement que la personne sera pendant les 24 heures présent près de la poussinière. Et donc, nous avons testé les deux options, l'éclosoir et puis l'usage des charbons. L'usage des charbons parce que c'est ça qui est le plus accessible en fait. C'est le plus accessible. Et ça, on peut faire une descente tout de suite sur le terrain et recommander ça. Parce que le charbon, c'est accessible à tout le monde. Et tous les éleveurs d'ailleurs utilisent le charbon pour le chauffage. Ouais. Parfait. Alors, quelles sont donc les principales races de poulets qu'on peut élever pour production de viande et des œufs? Bon, principalement ici, et la souche qu'on utilise pour la production des œufs, c'est Isa Bran. Isa Bran. Ok. C'est Isa Bran. C'est une souche qui est spécialement conçue pour la production des œufs de table. Je parle des œufs de table parce qu'il s'agit des œufs qui sont non fécondés. Donc, il y a Isa Bran et c'est ce qui est largement utilisé. Et puis, je crois que cette souche, c'est une souche qui est plus adaptée à nos conditions climatiques ici. Et pour la production de chair, nous avons plusieurs souches. Nous avons des souches à croissance rapide et nous avons des souches à croissance lente. Vous avez une souche que vous appelez Goliath Ouais, David, Goliath. je ne sais plus. Hein. Ouais. Alors, la souche Goliath, en fait, c'est une souche à croissance lente. Ah, ok. C'est une souche à croissance lente et c'est une souche dont le promoteur vient de mon pays. Je suis fière, hein, de mon pays, le Bénin. Ok. Donc, le producteur est de là-bas, le promoteur de la souche est là-bas. La souche Goliath, c'est une souche qui est vraiment rustique et qui peut facilement s'adapter, qui s'adapte facilement, je dirais, et disons au stress thermique. D'accord? Au stress thermique, même si on peut mieux faire. On peut mieux faire pour les aider à faire face aux problèmes de stress thermique, mais quand même, d'abord, à la base, c'est une souche qui est rustique et résistante. Okay. Et donc, nous avons, oui, Goliath qu'on peut utiliser. D'ailleurs, Goliath, en fait, c'est une souche duale. Nous avons des souches que nous appelons des souches duales. C'est-à-dire, ce sont des souches qui peuvent vous produire de la chair et qui peuvent également vous produire des œufs. Donc, ça fait 2 en 1, en fait. Oui, ça fait 2 en 1. Et donc, le Goliath peut être élevé soit pour la chair, soit pour les œufs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si c'est pour la chair? On peut les élever pendant 3 mois, pendant 12 semaines ou bien pendant 6 mois.
Et si c'est pour les œufs, c'est-à-dire après 6 mois, la ponte peut commencer. Et donc, Goliath, voilà, on peut l'utiliser comme une souche à croissance lente de production de chair. À côté de Goliath, on peut utiliser les Wassacher. C'est toujours la même famille que les Goliaths. Ce sont des souches, on les appelle des souches locales, des poulets locaux. Mais bon, ce sont des souches améliorées. OK. Qu'on appelle des croissances lentes. Mais on peut les élever pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et à côté de ça, nous avons les Noël du Nigeria, pardon. Et les croissances rapides. Les croissances rapides, nous avons les Cobb 500. Les Cobb 500 en 45 jours. Vous On a avez déjà un poids poulet. Commercial. Ah oui. 45 jours. Consommable. Ouais, consommable. Il n'y aura pas de souci. Hein. Consommable. C'est la durée même maximum de l'élevage, 45 jours. Il y en a même des gens qui le font moins de 45 jours. Voilà pourquoi on les appelle des croissances rapides. Ils ont un taux de croissance très rapide. C'est parce que vous utilisez des hormones et consorts de trop ou comment Parce qu'il y a cette question-là qui revient très souvent. Bon, je ne dirais pas des hormones, mais c'est issu des croisements. OK. C'est issu des croisements. C'est une sélection génétique en fait. C'est le résultat d'une sélection génétique. Ouais. Et en Afrique, nous sommes en train de travailler aussi sur ça. Peut-être qu'au Bénin, nous aurons une souche à croissance rapide à la taille des Goliaths. On est en train de travailler, on bosse matin et soir. Et on espère que, on sait qu'on va y arriver. Ouais. Et au niveau des CERSAC, vous n'envisagez pas un truc du genre aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le CERSA, c'est le centre, c'est la référence, c'est le centre idéal. On fait tout. On fait tout. Parce qu'il y a la génétique aussi. Ouais, on s'occupe de la génétique. Et donc, il y a des étudiants qui travaillent sur des croisements. Ils font des croisements pour pouvoir voir quel type de croisement va nous permettre d'avoir de meilleures performances. Ouais, tout ceci, ça se fait au CERSA. Et dans l'ensemble, le travail à ce niveau-là, est-ce que une fois on termine la formation, on est déjà capable de faire quelque chose sur le terrain du travail, professionnellement parlant? Parce qu'il y a d'autres qui terminent, qui par exemple, ils sont là, ils se cherchent toujours, on se dit, mais c'est parce que la formation n'a pas été vraiment ça, ou mais c'est parce que. Là, vous me poussez, je ne sais pas, de sortir des choses que je ne voulais pas sortir tout de suite. Oui. Des choses. Bon, avant, je sais que vous allez quand même me poser cette question, je l'espère. Oui. Mais bon, à tout ce que je peux vous dire tout de suite, le CERSA, c'est la pratique. Tel que je l'ai dit, si toi, tu viens au CERSA, tu fais 1 an et que techniquement parlant, tu n'es pas accompli, c'est que tu as venu superviser les autres. Ouais. Tu as venu superviser ça les aussi, autres. c'est un job, ouais. Ouais, superviser les gens, c'est un job, ouais. Mais un job qui n'est même pas à ton actif, qui ne t'arrange pas du tout. Ouais. Ouais, c'est vraiment déplorable et dommage. Ouais. Comment l'aviculture peut-elle bien sûr contribuer à la réduction du chômage, puisque vous avez dit, vous êtes la présidente directrice générale du cabinet de consultation, d'expertise, de recherche et de formation en sciences animales. Forcément que vous avez créé d'emplois à votre niveau, à d'autres jeunes comme vous, qui se cherchent, qui ont terminé peut-être, qui n'ont pas encore eu la chance de se positionner professionnellement parlant. Je rappelle que vous continuez toujours les études, vous allez soutenir sous peu. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Prendre l'aviculture comme emploi et s'en sortir tête haute. Ok. On ne va pas avoir de financement et commencer à s'arrêter à mi-chemin quand même. Parce qu'il y a souvent de ces projets-là qui sont lancés en Tintamarre et par après, silence radio, on ne voit plus rien. Une très belle question. Une question que j'attendais d'ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que, plus précisément en Afrique, nous devons changer une mentalité. Nous ne devons pas toujours tout le temps rester là, espérant que un individu X va quitter d'ailleurs est venu nous apporter la solution. Non. Non. Nous sommes la solution. Et d'ailleurs, en fait, le monde
le monde, en fait, est à la recherche des héros. Le héros, c'est celui-là qui apporte des problèmes, et des solutions aux problèmes. Et c'est de ça le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de ceux-là qui s'assiedent les bras croisés, d'accord, qui attendent forcément que le gouvernement les emploie ou que les autres les emploient. Oui, je suis d'accord. C'est bon de travailler pour le gouvernement. Je suis d'accord, c'est bon de travailler pour d'autres personnes. Mais il faudrait qu'on comprenne cette réalité que le secteur public est quasi saturé. Et donc, la solution se retrouve en nous. Et j'ai fait une remarque. La majorité des chômeurs, ce sont nos collègues qui viennent de nos différentes universités. Ils finissent leur formation et puis, sans idée de créativité, sans idée de business, d'accord, ils s'assiedent les bras croisés et ils attendent le gouvernement. Non, le gouvernement ne peut pas satisfaire tout le monde. Le gouvernement ne peut pas satisfaire tout le monde. Et donc, la solution pour pallier à ce problème, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, qu'est-ce que CCRF a fait en réalité? Nous sommes là, c'est pour inculquer, c'est pour relever l'esprit entrepreneuriat des enfants. Et pour ce, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons en partenariat avec des écoles secondaires. Nous travaillons en partenariat avec des écoles secondaires. Oui. Et puis, on enseigne l'entrepreneuriat aux enfants. On ne s'arrête pas là. Lorsqu'on finit de les enseigner, l'entrepreneuriat, bon, naturellement, je suis experte en sciences aviaires et donc je suis beaucoup plus focalisée sur la production animale, plus précisément la production avicole. Parce que c'est ce que nous savons faire le mieux et bien. Et donc, c'est beaucoup plus la formation en sciences aviaires. Et donc, on les donne une formation en entrepreneuriat, en aviculture. Et quand on finit, on ne s'arrête pas là. On les accompagne dans la création de leur propre entreprise. Ils créent leur propre entreprise. Vous l'avez déjà fait à 1, 2, 3 personnes déjà? Bon, j'en arrive là. Je voudrais avoir le cœur net parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se racontent. On dit on n'a plus des jeunes. Ils ont commencé, finalement, vraiment, on n'a pas gain de cause. On n'a pas gain de cause. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais on va pas baisser les bras. On va pas baisser les bras. Et donc, on ne s'arrête pas tout simplement à une simple formation. On les aide à créer leur propre entreprise. On les enregistre. Ils enregistrent leur entreprise. Et plus loin, au plus méritant, qu'est-ce que nous faisons? Nous accordons des capitaux de démarrage pour lancer leur propre business. Non mais dites-moi, quel parent ne voudrait pas voir son enfant indépendant? Non, mais je crois que c'est la solution tant attendue. Donc, en fait, c'est la solution à ce problème-là qu'on essaie depuis des années à résoudre, en fait. Donc, vous avez posé une question très pertinente, si réellement nous avons fait cela déjà. Non, nous n'avons pas encore commencé et nous commençons l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Parce que nous avons pris notre temps de créer le partenariat avec des écoles secondaires. Parce que nous voulons être stratégiques. Sans la collaboration des écoles, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif. Parce que, tel que je l'ai dit, nous avons constaté que la majorité des chômeurs viennent d'où? Des universités. Qui sont ceux-là qui remplissent les universités? Ce sont nos petits frères, nos petites sœurs qui quittent les secondaires. N'est-ce pas? Donc, nous voulons être plus stratégiques. Nous allons travailler en collaboration avec les écoles secondaires. On les forme. Et donc, après leur formation, nous commençons notre action. Et ça, nous commençons l'année scolaire prochaine. Donc, vers fin de cette année. Parfait. On tend vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire aux uns aux autres que je n'ai pas pu demander à travers mes questions? Bon. Comme conseil, si je veux le dire, oui. Je vais tout simplement, moi, m'adresser à la jeunesse et aux parents.
Et comme je l'ai dit précédemment, je vais dire à la jeunesse que oui, le monde en fait est à la recherche vraiment d'un héros. Pas des gens qui se plaignent tout le temps. Pas des gens qui se plaignent que le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement a fait ci, le gouvernement a fait ça. Non, moi j'ai une mentalité. Parfois je me dis, mais pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui doit créer un boulot pour moi? Si cette dernière n'était pas là, je fais comment? Cela signifie que c'est foutu, c'est fini pour moi ça. C'est comme moi je suis foutu, ma vie est foutue en l'air. Non, ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas. Tout un chacun de nous avons un talent. Nous avons un talent unique en nous. Et donc, nous devons chercher à développer ce talent-là et ne pas nous asseoir tout le temps, croiser les bras et espérant que le gouvernement ou bien quelqu'un viendra nous employer. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Ouais, je sais que ce n'est pas facile. D'ailleurs, rien n'a jamais été facile. Rien n'a jamais été facile. Les puissances mondiales et ceux qui ont de grandes entreprises, ils ne vont jamais vous dire que quand ils ont commencé, ça a été facile. Ils vont même vous dire combien de fois ils ont échoué. Et mon directeur m'a dit une fois que l'échec, quand tu tombes, tu n'as pas encore échoué. Mais c'est quand tu demeures par terre là que tu as vraiment échoué. Que tu as échoué. Donc quand tu tombes, relève-toi. Quand tu tombes, relève-toi. Et Donald Trump a l'habitude de dire quelque chose. Never give up. Never give up. Ne jamais abandonner. Et si tu n'abandonnes pas, et chaque fois que tu trébuches, tu te relèves, le succès est garanti. Ça, c'est une loi de la nature. C'est une loi, quoi. C'est comme la loi de la gravité. Si tu restes, tu montes sur une étage, là, et tu descends. Même si tu es, peu importe qui tu es, tu sautes du haut d'une immeuble, tu tombes, tu vas te briser les pieds. Si tu sautes là, tu vas tomber forcément parce qu'il y a la loi de la gravité qui est là, qui va t'attirer vers le bas. C'est une loi. Et cette loi-là ne connaît pas qui est blanc, qui est noir, qui est riche, qui est pauvre, qui est femme, qui est homme. C'est une loi. Donc, c'est la même loi avec la persévérance. La persévérance et être objectif dans ton esprit. Et quand tu es ainsi, tu as cette mentalité, le succès est garanti. Et je pense que la jeunesse doit réfléchir dans ce sens-là. Ouais. Parfait, merci bien. Vous êtes Rachida Tankwano, doctorante en sciences aviaires, présidente directrice générale, bien sûr, du cabinet de consultation, d'expertise, de recherche et de formation en sciences animales. Je profite pour faire clin d'œil à monsieur Claude Beaumasset, également à une jeune dame que j'ai vu croiser au niveau de Sersa là-bas, Iram, et il y a Fernatona aussi, qui est également au niveau de Sersa. Je les envoie mes sincères salutations. Et puis Marcel également, qui fait partie de votre équipe là-bas. C'est un collègue. Vous faites du bon boulot là-bas. Hein? Oui, de très bon boulot. Merci. Très, très bon boulot. Vous-même, je crois que vous avez eu le temps de le constater. C'est rien que de la pratique. J'ai fait le tour un peu pour avoir le cœur net. Je ne vais pas quand même vous inviter, ne pas s'imprégner des réalités de la boîte. Ouais. Merci d'être passé. C'est rien que la pratique et on est tout le temps dedans. Ouais. Merci bien. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un autre point.